Mais que vient faire l'environnement dans un film pour la paix? Le réchauffement climatique et ses conséquences sur l'environnement ouvrent la voie à de nouvelles violences. Le réchauffement climatique est loin d'être un phénomène nouveau. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible de regarder ailleurs. L'urgence est réelle, comme cherchent à le montrer les militants et les militantes écologistes. C'est 1 milliard de réfugiés climatiques en 2050. C'est 4 degrés d'ici la fin du siècle. On aura 52 ans. Moi, je serai là, je vais le connaître, ce monde-là, à plus 4 degrés. Entre 2013 et 2022, les températures ont augmenté de 1,14 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire avant 1850. Et ce réchauffement ne cesse de s'accélérer. Mais alors, quelles sont les conséquences? Vu les effets que nous prévoyons pour le futur, personne sur la planète ne devrait être épargné. Tous les continents, toutes les régions, qu'elles soient développées ou non, font face à des phénomènes météorologiques exacerbés par le réchauffement climatique, entraînant des conséquences dévastatrices pour leur population. Incendies, séismes, tempêtes, inondations, montées des eaux deviennent de plus en plus fréquentes et violentes à travers le monde. Ces phénomènes extrêmes compromettent la stabilité mondiale, fragilisant l'économie, les infrastructures, la sécurité et la société tout entière. Dans les pays en développement où l'accès aux ressources vitales est déjà difficile, les pénuries aggravent les inégalités et intensifient les conflits existants. Il y a moins d'eau, donc le peu qu'il a les réutilise, mais ça va disparaître parce que les apports diminuent et les besoins augmentent. Le delta du Gange, entre l'Inde et le Bangladesh, abrite environ 200 millions d'habitants. La montée des eaux est inexorable, provoquant de plus en plus d'inondations. Chaque année, une part croissante des terres est submergée, menaçant directement la sécurité alimentaire et les infrastructures de cette zone densément peuplée. Des millions de villageois sont contraints de quitter leur foyer. Bangkok aura complètement disparu dans quelques années. À l'échelle mondiale, pour la seule année 2023, les phénomènes extrêmes liés au réchauffement climatique ont causé le déplacement interne de 26 millions de personnes. C'est plus que les conflits armés. Et si les conflits au Sahel, souvent attribués aux différents communautaires et religieux, étaient également liés à l'environnement? Le Sahel, l'une des régions les plus pauvres du monde, subissait déjà un climat sec limitant l'agriculture. La désertification due au changement climatique et à l'activité humaine bouleverse les fragiles équilibres locaux en réduisant drastiquement les terres cultivables. Les éleveurs nomades, qui nourrissaient leur bétail dans les rares pâturages du Sahel, doivent migrer vers le sud où se trouvent des communautés d'agriculteurs sédentaires, ce qui provoque une compétition pour les ressources en eau. Les hommes, eux, vérifient le niveau des réserves d'eau et ce n'est pas bien fameux. Les villes, qui manquaient déjà d'infrastructures, sont confrontées à des vagues de déplacés climatiques et en l'absence d'emploi, certains se tournent vers la délinquance. Créée en 2002, la secte Boko Haram réclame l'instauration d'un État islamique. Ceux qu'on appelle parfois les talibans nigérians sont implantés au nord-est du pays. Ailleurs, les groupes terroristes exploitent l'insécurité alimentaire, le désespoir et la privation d'opportunités économiques pour recruter, contrôler les routes migratoires et les ressources. Leur influence et leurs revenus augmentent à mesure que le désert progresse. Le facteur climatique, combiné aux facteurs identitaires et économiques, éclaire d'un jour nouveau les conflits au Darfour, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie, toute cette bande du Sahel. De même, en Cisjordanie, l'installation de colonies israéliennes se réalise dans les zones les plus abondantes en eau. Et le contrôle de cette ressource est l'une des causes des tensions. Vous voyez cette carte postale? C'est le fleuve Colorado. Ces eaux sont un sujet de tension, car le fleuve approvisionne environ 40 millions de personnes et des millions d'hectares de terres arables entre les États-Unis et le Mexique. Les deux États signent un accord en 1944 pour réguler l'usage des fleuves transfrontaliers. Mais les épisodes de sécheresse ont réduit le débit du fleuve et l'eau du Colorado parvenant au Mexique s'est avérée inférieure aux quotas déjà faibles imposés par les traités. En réaction, les agriculteurs du Chihuahua au Mexique ont bloqué le barrage de la Boquilla en 2016 pour stopper la livraison d'eau du Rio Grande vers les États-Unis. Au sein même des États-Unis, la baisse des niveaux de l'eau provoque des tensions entre agriculteurs et citadins qui se disputent l'accès à cette ressource. Ce puits-là, il pompe probablement entre 2500 à 3800 litres à la minute. Ça fait 3,5 milliards de litres à l'année.
Et il y a beaucoup de nouvelles fermes? Ah oui, beaucoup de nouvelles fermes. Ce pays, l'un des plus grands consommateurs d'eau, risque de voir ses conflits s'intensifier. Mais ils l'ont bien compris, et de nouveaux accords entre États et autorités urbaines et rurales cherchent à réduire la consommation et à restaurer la biodiversité des fleuves. Ainsi, l'environnement peut être un terreau de coopération et même de pacification sociale. D'autres initiatives vont dans ce sens. En 2007, l'Union africaine, qui regroupe 55 États africains, adopte le projet d'une grande muraille verte pour lutter contre la dégradation des terres dans le Sahel. Un projet de reforestation, de revégétalisation et de revitalisation des zones d'eau de 8000 km à travers 20 pays, de Dakar à Djibouti. Cependant, en 2024, ce projet est loin d'atteindre ses objectifs à cause de problèmes de financement, de coordination et de l'insécurité dans la région. Trop de rapports, trop de missions, trop de voyages, trop de blabla. Mais sur le terrain, les graines ne poussent pas. Si l'accord ne réglera pas seul les conflits latents de la région, il a le mérite d'impliquer les gouvernements, d'encourager les initiatives locales et d'améliorer les conditions de vie. Certaines zones, comme au Sénégal, ont déjà vu des progrès partiels avec un renouvellement de la biodiversité. Les parcs pour la paix sont des initiatives environnementales qui encouragent les relations interétatiques. Ces parcs transfrontaliers visent à promouvoir la paix, la préservation de la biodiversité et le développement économique. C'est le cas du parc transfrontalier du Grand Limpopo, créé en 2002 entre l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Zimbabwe. Ces pays ont longtemps entretenu des relations tumultueuses. Mais le parc a favorisé leur collaboration dans de nombreux domaines. En stimulant le tourisme et en prévoyant une répartition plus juste de ses ressources avec les communautés locales, il a particulièrement apaisé les tensions au Mozambique, victime de guerre civile jusqu'en 1992. On retrouve ce genre d'initiative dans les Balkans et dans les Andes. Alors, une implication collective pour la préservation de la nature est-elle une clé pour gagner la paix? C'est du moins une piste à explorer.